Parce que la reprise économique se poursuit et devrait entraîner une croissance au cours des prochains mois. Parce qu'on doit faire preuve de créativité pour développer des projets d'affaires au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Parce que nous sommes à un tournant du développement économique régional. Parce qu'ensemble, nous pouvons voir grand. La Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord vous permet, à travers ses rendez-vous économiques, de saisir des opportunités d'affaires, mais aussi de réfléchir sur l'avenir économique et social de notre région. Présenté par Promotion Saguenay, en collaboration avec la BDC, Netris et nos partenaires médias, bienvenue à ce rendez-vous économique. Bon matin et bienvenue à ce rendez-vous politique de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord. Mon nom est Sandra Rossignol, je suis la vice-présidente exécutive et directrice générale de votre Chambre de commerce. Nous avons le plaisir et le grand honneur de recevoir M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et député de Terrebonne à l'Assemblée nationale. Avant de vous présenter officiellement notre invité, que je salue, permettez-moi de remercier nos précieux partenaires. Ville de Saguenay, la MRC du Fjord du Saguenay et Rio Tinto. Merci à nos partenaires de l'événement, le Quotidien numérique, Catapulte Communication et Solotech. On a beaucoup d'invités d'honneur aujourd'hui. Il y a plusieurs maires, j'ai vu dans la salle, et je sens vraiment cette énergie et ce bonheur de se rassembler, que ça fait du bien. Alors, je salue M. Mario Simard, député de Jonquière à la Chambre de communes, M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation, député de Terrebonne à l'Assemblée nationale, Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et député de Chicoutimi, M. Sylvain Gaudreault, député de Jonquière, M. François Tremblay, député de Dubuque, Mme Julie Dufour, mairesse de Ville-Saguenay, M. Gérald Savard, préfet de la MRC du Fjord du Saguenay, M. Luc Guibon, maire de Saint-Félicien. Où est-ce qu'il est, Luc? Bonjour, Luc. Bienvenue à Saguenay. C'est tellement important, une collaboration entre nous tous. Merci d'être là. Monsieur Daniel Tremblay, qui est... Oui, je ne vous ai pas entendu, M. Guibon. Je suis désolée. Si c'était pas le matin, je vous payerais une bière. On se reprendra. Parce que j'ai une maison proche de chez vous, hein? Je vous guette. Alors, je continue mes salutations. Monsieur Daniel Tremblay du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Bonjour, Daniel. Monsieur Ivan Vella, chef de la direction Rio Tinto Aluminium. Monsieur Sébastien Ross, directeur exécutif par intérim Opération Atlantique Rio Tinto Aluminium. Monsieur Jean Quenneville, directeur Affaires externes Québec Rio Tinto. Valérie Gilbert, notre nouvelle présidente de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord. Patrick Bérubé, directeur général de Promotion Saguenay. Et salutations aux maires que j'aurais oubliés. Monsieur Tremblay, maire de Saint-Honoré, bienvenue. Et vous, dans la salle, vraiment, merci d'être là. On a dû en refuser beaucoup de monde, mais on est une belle salle de 125 et vraiment, ça nous donne de l'énergie. J'aimerais vous présenter maintenant Mme Valérie Gilbert, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord et directrice principale service chez Groupe Gilbert. Monsieur le ministre, Madame Laforêt, chers députés et chers membres, je vous souhaite la bienvenue. Les chambres de commerce sont le tissu de la vitalité économique de nos régions au Québec. Vous savez, elles sont présentes dans la majorité de celles-ci et c'est bien cet ancrage qui nous permet d'avoir une approche basée sur les besoins et les spécificités territoriales de nos membres. Nous sommes en mesure de créer des mariages uniques et porteurs pour le développement de notre région. Référence régionale du milieu des affaires, nous accompagnons quotidiennement
des entrepreneurs dans leurs besoins en formation, en partage d'expertise, mais nous aimons aussi les animer d'une vision qui leur aidera à prendre les meilleures décisions pour la suite des choses. Vous savez, c'est avec ces rendez-vous politiques que nous sommes fiers de proposer cette vision à nos membres. C'est une occasion unique d'avoir un accès aux décideurs et aux acteurs gouvernementaux, mais surtout à leur vision. Ces rendez-vous sont une opportunité de poser vos questions, de comprendre et d'influencer les décisions qui auront un impact sur notre région et sur notre quotidien d'entrepreneur. En tant que nouvelle présidente, je suis fière de voir cette activité se dérouler grâce à l'excellent travail de toute l'équipe de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord. Au nom du conseil d'administration et en mon nom, je vous remercie d'être ici. Vous êtes ici en très grand nombre. Ça fait plaisir de vous voir. Je vous souhaite d'excellents échanges. Merci beaucoup, Valérie. Avoir un quotidien, c'est une grande richesse au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous savez, cet événement est présenté par le quotidien numérique. J'invite donc Marc Saint-Hilaire, directeur général et rédacteur en chef des journaux Le Quotidien et Le Progrès, à venir vous adresser quelques mots. Bonjour tout le monde. Effectivement, ça fait du bien de rencontrer des gens, de voir du monde après autant de temps en pandémie. C'est super le fun. C'est avec fierté que la coopérative du quotidien s'est associée à la Chambre de commerce pour présenter tous les rendez-vous politiques en 2021-2022. Pour nous autres, c'est un naturel. C'est un naturel pour nous de s'associer à une telle démarche parce que ça fait partie de notre mandat crucial de préserver une saine démocratie. Je pense que de collaborer comme ça pour faire entendre les gens, faire entendre les politiciens, puis vous voyez, on est chanceux au Saguenay-Lac-Saint-Jean parce que non seulement on a un quotidien, comme Sandra vient de le mentionner, mais aussi on a un écosystème de plusieurs médias qui rejoignent toutes les catégories de personnes. Puis on est riche en médias et ça fait des populations informées. Ça fait aussi de l'intérêt pour la chose politique. Contrairement à ce qu'on a vu, puis vous voyez, c'est super important ce temps-ci. On l'a vu avec les élections municipales, le taux de participation. Il faut redoubler d'ardeur. Puis je pense que les médias ont un rôle à jouer là-dedans, comme tout le monde ici. Alors, écoutez, c'est avec fierté aujourd'hui que je participe ou que je collabore à cet événement-là. Donc, je remercie M. Fitzgibbon pour sa présence. Puis on espère avoir d'autres invités au cours de l'année. Puis de vous compter en grand nombre. D'ailleurs, on le voit, là, 125 personnes. Des gens ont été refusés. Donc, écoutez, c'est wow, chapeau, beau succès. Bon déjeuner, merci beaucoup. Merci, Marc. Au cours des derniers mois, j'ai fait la connaissance d'une fille qui est devenue maintenant une partenaire incontournable avec qui je... plaisir fou à collaborer et mon Dieu, on peut ouvrir tellement de portes ensemble. Alors cet événement aujourd'hui est présenté en collaboration avec Catapulte Communication. J'invite Sophie Villeneuve, vice-présidente stratégie chez Catapulte Communication, à vous adresser quelques mots. Merci, Sandra. Écoute, c'est un privilège pour nous, pour une entreprise comme Catapulte qui vient de revenir en région, de s'établir, si je puis me permettre, d'avoir pu établir ce type de partenariat-là qui vient marier des passions que l'on a, c'est-à-dire les passions pour la politique, la stratégie, l'information et le développement économique de ma région, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui me tient spécifiquement à cœur. Donc, de venir t'installer ici et de travailler en collaboration pour ce type d'événement-là, c'est un honneur et un privilège. Merci à tout le monde d'être là. Merci Sandra pour la confiance et la collaboration. Bon déjeuner. Pour une chambre de commerce, la collaboration avec sa ville est essentielle, avec sa MRC également. D'ailleurs, M. Gérald Savard qui est là. C'est vraiment un grand plaisir ce matin d'accueillir notre nouvelle mairesse de Ville-Saguenay, Julie Dufour. Alors, Julie, je t'invite à venir prendre la parole. On est content que tu sois là.
Merci, Madame Rossignol. Je suis contente aussi d'être là. Alors, Madame la ministre, Monsieur le ministre, députés, chers députés, maires, mairesses, préfets, gens de la presse, gens de la communauté d'affaires, bonjour à tous. Avant tout, je voudrais vous dire un gros merci, un merci pour votre confiance et votre accueil matinal. Plusieurs pourront en témoigner. Une chose dont j'ai parlé beaucoup lors de la dernière campagne électorale, c'est de la nécessité d'envoyer un signal fort, celui qu'on fait confiance à nos gens d'affaires. Comme dans le dossier du choix de la présidence de promotion Saguenay, dont j'ai parlé pendant la campagne et maintenant, par force de loi, le PL 49, donc c'est chose faite, toujours flatteur. Il faut faire confiance, oui, mais il faut aussi faciliter votre travail. Pour que vous puissiez créer de la richesse, je ne veux plus jamais que personne dise qu'à Saguenay, c'est difficile de faire des affaires. Je ne veux plus non plus que nos entrepreneurs, que vous vous sentiez dans un labyrinthe terminé. Vous comprendrez que ça ne se fera pas en quelques jours, que la Ville doit d'abord recentrer, innover, gagner en efficience, et qu'on va devoir prioriser ensemble nos investissements stratégiques. On doit travailler ensemble, hein, ça va faire du bien, tout le monde, pour notre attractivité. Et vous savez compter, et vous comprendrez qu'on a besoin et de nouveaux habitants et de nouveaux travailleurs. C'est des gros défis, mais quand toute une population se retrousse les manches, je suis convaincue qu'il n'y a absolument rien d'impossible. Alors, bon déjeuner, rêvons ensemble, travaillons ensemble, ce sera avec grand plaisir. Merci. De la douce musique à nos oreilles. Merci, Madame Dufour, et vous pouvez compter sur toute notre collaboration à Ville-Saguenay de votre Chambre de commerce, qui est d'ailleurs la Chambre de commerce de l'année au Québec. Nous allons prendre une courte pause. Je sais que vous avez le goût de jaser, là, puis on a le goût de voir notre monde. Alors, on termine le service de repas et nous allons vous revenir dans une quinzaine de minutes maximum pour la suite et la présentation de M. Fitzgibbon. À tout de suite. Et M. Gibbon, bon déjeuner. Rebonjour, rebonjour. Je les ai salués tout à l'heure, vous les cherchiez, mais ils n'étaient pas arrivés. Alors, on a le grand honneur ce matin d'accueillir Ivan Vella, chef de la direction Rio Tinto Aluminium, et Sébastien Ross, directeur exécutif par intérim Opération Atlantique Rio Tinto Aluminium. Vous savez qu'il y aura des annonces tout à l'heure. Avant de vous présenter M. Pierre Fitzgibbon et de l'entendre s'adresser à vous, j'invite Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à venir prendre la parole et présenter son ami et collègue. Alors, merci beaucoup, Sandra. Bonjour tout le monde. Je suis très heureuse d'être ici avec vous. Il y a plusieurs personnes à saluer, évidemment. Sandra, merci pour ton bon travail. Première salutation. Je vais saluer en premier mon équipe. Hein? En premier, l'équipe du bureau de comté. Je salue l'équipe à Pierre Fitzgibbon. Ils sont tous ici, tous ou presque. Alors, merci. Je ne sais pas où vous êtes, mais merci pour vous êtes ici. Alors, deux belles journées dans la région, c'est essentiel avec les belles annonces qu'on fait. Je vais y aller rapidement. Je salue évidemment notre nouvelle mairesse, Julie Dufour. Bravo, Julie, pour les élections. En plus, on avait fait une campagne, la campagne Je me présente pour avoir plus de femmes en politique municipale et nos 10 plus grandes villes ont 5 mairesses. Alors, on a atteint la parité dans nos 10 plus grandes villes. Alors, bravo. Maintenant, je vais y aller comme ça à vue d'œil, si je peux dire. Ivan Vella, bonjour. Nice to meet you today. It's a pleasure. And yesterday I said we are the best place for the aluminium, and
It's the one, yes, the first, yes. Thank you very much. Sébastien, merci beaucoup. J'adore ça, travailler avec Sébastien Ross, c'est un des meilleurs. Alors, toute l'équipe de Rio Tinto, ensuite les préfets, mon préfet, M. Savard, félicitations également. Les maires, je ne vais pas en oublier, les maires, les mairesses, félicitations pour ces élections-là. Je sais que ça n'a pas été facile, mais je vous salue. L'équipe de la direction régionale du ministère des Affaires municipales, salutations, M. Kenville. Bref, il y a plusieurs personnes, les gens de Promotion Saguenay. Je salue également Mme Gilbert. Félicitations. Je ne sais pas où vous êtes. Bravo, hein? Elle a l'âge de mes garçons, c'est-tu le fun, jeune de même? C'est vrai, une autre fille. Je salue évidemment mon collègue François Tremblay. François, tu fais un travail incroyable et de belles nouvelles arrivent bientôt pour un préfet qui est assis ici dans la salle. Alors, bravo pour ton excellent travail. Sylvain Godreau, salutations. Sylvain, je suis contente d'être avec toi, vraiment. Maintenant, je ne veux pas oublier personne. Alors, ceux que je n'ai pas salués, c'est comme si vous l'étiez. Alors, bonjour tout le monde. Je vais présenter rapidement mon collègue Pierre Fitzgibbon. Je regardais hier soir son CV, si je peux dire. Je me suis amusée, mais honnêtement, il y aurait eu plusieurs pages. Alors, je félicite Pierre Fitzgibbon pour ton excellent travail. Puis, je comprends parce qu'hier, on avait un souper avec des gens d'affaires. Puis, c'est spécial de le dire parce que tous les sujets, honnêtement, même les plus complexes, Pierre était au courant. Alors, vraiment, là, je te félicite, Pierre, parce que tu as œuvré dans plusieurs domaines. Et également pour ici, par exemple, on a Ariane Phosphate. Et, tu sais, Pierre connaît vraiment toutes les branches de l'industrie. Alors, c'est impressionnant de voir ses connaissances. Je le dis à la blague parce que son équipe me l'a dit ce matin, parce qu'avec Pierre Fitzgibbon, ici, on a le grand défi Pierre Lavoie, vous le savez, partout au Québec. Mais pour son équipe, c'est un grand défi de travailler avec Pierre Fitzgibbon parce que cette semaine, je crois qu'il a fait je ne sais pas combien de municipalités et honnêtement, Pierre, il est partout. Et si le Québec se redresse comme ça au niveau économique, honnêtement, Pierre, je comprends, M. Legault, de t'appuyer rapidement et de te faire confiance parce qu'on voit que même ici, bientôt, on fera l'annonce avec M. Ivan et évidemment, tu fais partie du succès ici de l'aluminium. Je vais terminer là-dessus quand même parce que la dernière fois qu'on a annoncé la stratégie de l'aluminium, avec l'ancien gouvernement, c'était 33 millions qu'on avait annoncé sur 3 ans. Hier, on a annoncé 475 millions. Alors, je pense que vous voyez là, que le gouvernement du Québec se dirige vraiment pour plusieurs investissements au niveau de l'aluminium. Et ici, c'est l'aluminium, la forêt, le tourisme, l'agroalimentaire. Alors, je crois qu'on est très, très bien entendu. Alors, merci Pierre. Félicitations. Alors, on applaudit chaleureusement Pierre Fitzgibbon. Bonjour tout le monde. Merci André, toujours aussi flatteuse. Salutations, je n'aimerais pas tout le monde évidemment, mais j'aimerais quand même, c'est particulier, on a 4 élus du Québec, on a un élu du fédéral et on a plusieurs maires et préfets dans la salle. J'aimerais quand même une petite salutation à Mme Dufour, félicitations pour votre élection, puis vos propos m'ont beaucoup interpellé. Je pense que c'est un très bon message envoyé à la communauté. Monsieur Gibbons, vous savez probablement que Fitzgibbon, c'est fils de Gibbons. Alors, je suspecte qu'on avait le même nom. Mais au Saguenay, ils avaient dit « Fitz, c'est trop compliqué, on enlève ça, on regarde Gibbons ». Je salue aussi, évidemment, les gens de Rio Tinto. Ça semble être la journée Rio Tinto. Ils ont occupé le Delta là, pour plusieurs heures. Des belles annonces qui s'en viennent. J'aimerais aussi saluer les gens de Promotion Saguenay avec qui on aime beaucoup travailler pour la promotion de cette belle région. Alors, ça fait du bien, évidemment, de recommencer à faire des événements en personne. Et je suis très content d'être avec vous ici ce matin. Le fait d'être ensemble, je pense, confirme qu'on revient peu à peu à cette fameuse normalité. Parce qu'on en a vécu des émotions depuis la dernière année et demie, des émotions comme jamais on aurait pensé vivre. Mais on s'est adapté. On a appris rapidement à se servir de Zoom, de Teams, un paquet d'autres plateformes qu'on a oublié le nom. On a appris qu'il était possible de diriger des ministères, des organismes et des entreprises en mode virtuel. On l'a fait rapidement, sans trop savoir quand ça se terminerait. Heureusement, ces temps-là sont maintenant derrière nous. Depuis 1 an et demi, vous avez fait des efforts considérables
pour traverser la crise. Je veux vous remercier pour votre grande résilience et votre collaboration. Aujourd'hui, on peut affirmer que la reprise économique est bien amorcée au Saguenay-Lac-Saint-Jean et partout ailleurs au Québec. Les prévisionnistes de la Banque nationale et du Mouvement Desjardins sont porteurs de bonnes nouvelles. Selon eux, le PIB du Québec, en termes réels, pourrait augmenter entre 6,5 et 7,5 % en 2021. C'est mieux qu'en Ontario et que dans le reste du Canada. On a récupéré déjà 96 % des emplois que nous avions perdus au début de la pandémie. Notre taux de chômage se situait au dernier mois à 5,6 % en octobre, c'est en octobre en fait, alors qu'en Ontario, au Canada, on est dans le bout du 7 %. Ça va bien, mais il faut garder le cap quand même sur la croissance. Pour ça, on doit placer les régions au cœur de l'économie post-pandémie au Québec. On a donc créé des outils efficaces et en phase avec les besoins des régions et des entreprises. Pendant la pandémie, on s'est serré les coudes pour aider les entrepreneurs. On a mis en œuvre le programme PACT, le programme POP-ME, avec le volet ARAM, pour soutenir les entrepreneurs dans toutes les régions. On a réussi, avec l'aide des MRC, à en faire des succès véritables avec des résultats impressionnants. C'est 413 millions de dollars qui ont été attribués via le programme POP-ME pour les PME. Et on a fait aussi 208 millions en pardon de prêts pour limiter l'endettement durant la crise. Quand on rajoute le PACT, le programme plus national, on parle de plus de 1,5 milliard qui a été injecté en liquidité dans nos entreprises. Ça a permis d'aider plus de 12 000 entreprises à traverser cette tempête. Il faut être fier de ce qu'on a fait. Mais ce n'est pas fini. On a de l'ambition au Québec et on travaille en continu pour offrir le meilleur environnement possible à nos entrepreneurs. On a l'expertise qu'il faut avec le réseau régional DQ, à travers les MRC ou les organismes de développement économique. On a revu notre façon d'intervenir dans les régions pour simplifier l'accès aux entreprises, pour le financement et pour l'accompagnement. La création du réseau Accès Entreprises Québec est un bon exemple. On compte déjà près de 150 nouvelles ressources qui viennent bonifier l'accompagnement des entreprises dans toutes les régions. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en plus des professionnels déjà en place dans les organisations de développement économique, on a déjà rajouté 11 nouvelles ressources et c'est mieux que l'objectif qu'on s'est fixé. Au cours de la dernière année et demie, on a construit une bonne base pour aider les entreprises. Notre défi, c'est d'être plus productif et plus innovant pour mieux produire localement et pour exporter davantage. Déjà, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a des beaux projets à la table pour y arriver. Hier après-midi, j'étais ici au Saguenay pour dévoiler une nouvelle stratégie québécoise de développement de l'aluminium. C'est notre plan de match pour renforcer la compétitivité de notre industrie et mettre en valeur notre aluminium le plus vert au monde. D'ici 2024, on prévoit investir jusqu'à 475 millions de dollars dans l'exécution de la stratégie. Les PME qui gravitent alentour des grands donneurs d'ordre vont en bénéficier. Ça va servir à appuyer les mesures de la stratégie, mais aussi à stimuler la recherche et l'innovation, à soutenir de nouveaux projets et à générer des investissements à travers toute la chaîne de l'aluminium. Avec la participation du privé, on s'attend à des investissements de plus de 2,5 milliards d'ici 2024. L'aluminium fait partie... L'aluminium fait partie de l'ADN du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui héberge d'ailleurs le créneau d'excellence de transformation de l'aluminium. On doit capitaliser sur la créativité et le savoir-faire développé ici, sur notre aluminium vert, pour propulser notre filière encore plus loin. Cet après-midi, j'aurai l'occasion de participer, ou ce matin en fait, à une autre annonce importante qui est attendue ici depuis longtemps et qui va venir renforcer le développement de l'aluminium dans la région. On le sait, les choses ont changé. Avant, on regardait les projets avec l'indicateur de création d'emplois. Aujourd'hui, c'est très différent. Ce sera toujours important de créer des emplois. Notre plus grand défi, c'est la croissance de notre productivité. C'est aussi une des solutions pour s'attaquer à la rareté de main-d'œuvre. Le manque de main-d'œuvre qui cause des maux de tête aux entrepreneurs dans tous les secteurs d'activité et toutes nos régions nous préoccupe beaucoup
moi et mes collègues. On trouve des solutions en équipe et on mobilise les efforts de plusieurs ministères. D'abord, il y a le départ à la retraite qui engendre beaucoup de postes vacants au Québec. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on parle maintenant de 4 655 postes vacants. Depuis une quinzaine d'années, il y a aussi une migration négative des immigrants qui s'en vont à l'extérieur du Québec. Il faut changer ça. On ne peut plus se payer le luxe de perdre nos immigrants. Mon collègue Jean Boulet, qui remplace temporairement Nadine Giraud à l'immigration, travaille à identifier des immigrants permanents ou temporaires qui vont venir combler les besoins en entreprise. Sonia Lebel, qui est responsable des relations canadiennes, est en action pour simplifier et accélérer les processus d'immigration avec le fédéral. On a fait une entente avec le gouvernement fédéral pour bonifier le programme des travailleurs étrangers temporaires. On a relevé temporairement les seuils d'immigration pour combler le retard de la pandémie. Mais l'immigration, ce n'est pas la seule solution. Il faut attaquer le problème sous plusieurs fronts. Mon collègue Jean Boulet et son équipe au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale revoient les processus pour la requalification des travailleurs et l'intégration à l'emploi. Mme Danielle McCann, à l'enseignement supérieur, travaille à l'arrimage entre les formations offertes et les besoins en entreprise, une des grandes défaillances du Québec depuis plusieurs années. Avec mon équipe au MEI, on planche sur le numérique. Le virage numérique des entreprises, c'est notre contribution pour pallier au manque de main-d'œuvre par l'accroissement de la productivité. Il faut rattraper l'écart de productivité et de richesse avec l'Ontario et nos voisins du Sud. Depuis le début de notre mandat, on a réduit l'écart de richesse en le faisant passer de 16 à 13 % quand on regarde le PIB par habitant. Et ça continue de baisser. Le rattrapage est déjà commencé, mais il faut le poursuivre et surtout l'accélérer. Du côté de la productivité des entreprises, on a une bonne nouvelle. Notre productivité a progressé de 10,2 % depuis les 3 dernières années, mieux que les 8,1 de l'Ontario ou 8,8 du Canada. On a avancé, c'est bien, mais on est toujours au bas de l'échelle des provinces canadiennes pour la productivité en entreprise. Il faut donc, encore une fois, accélérer de façon importante la transformation numérique. On a lancé récemment, au printemps dernier, l'offensive de transformation numérique, ce que j'appelle l'OTN, pour appuyer des projets de virage numérique des entreprises. Avec l'OTN, on va consacrer 130 millions de dollars d'ici mars 2022 pour des projets d'accompagnement humain aux entrepreneurs. Ce n'est pas des prêts, c'est de la subvention. Je crois beaucoup à ce type d'approche qui prend en compte les besoins réels des entreprises. Jusqu'ici, l'OTN a permis d'appuyer 7 projets de portée nationale, 5 projets régionaux, et on va faire plusieurs autres annonces dans les prochains mois. Ces premiers projets vont permettre de donner l'exemple. Dans le grand chantier de la productivité, Investissement Québec est aussi actif. On a mis en place un programme Productivité-Innovation pour encourager les entreprises à s'équiper de meilleures technologies qui vont leur permettre de moderniser leur processus de production. Après 1 an et demi, ce programme a été lancé pour 2,4 milliards. 1 milliard a été investi à date dans nos entreprises pour augmenter cette productivité. C'est plus de 39 millions de ce montant qui est investi ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. En gros, notre coffre à outils est bien garni pour aider les entreprises à se démarquer, être plus innovantes et ultimement plus performantes. Au cours de la prochaine année, on va avoir plusieurs grands changements pour s'engager dans une économie post-pandémie. On va stimuler davantage l'achat québécois et la production locale. J'aurai l'occasion d'annoncer prochainement une initiative qui va nous permettre de mieux identifier et de promouvoir davantage les produits faits au Québec. On souhaite que les consommateurs identifient plus rapidement et plus facilement nos produits d'ici. On va aussi poursuivre l'ambition de faire du Québec la batterie verte de l'Amérique du Nord. Vous avez entendu parler avec Hydro-Québec, on travaille sur un projet de ligne de transport de l'ETC aux États-Unis. Même si les citoyens du Maine viennent de dire non au passage de la ligne, on ne baissera pas les bras. On a toutes les approbations voulues pour poursuivre ce projet majeur de décarbonisation. Plus que jamais, c'est sur l'électricité,
l'hydrogène vert, les énergies renouvelables et l'économie verte qu'on va miser. Le premier ministre a pris part à plusieurs grandes annonces en ce sens à la COP26 à Glasgow, en Écosse. Je pense aux 5 milliards de dollars annoncés pour électrifier 55 des autobus urbains, ou encore les 46 millions accordés à Diageo pour électrifier sa distillerie de Valleyfield et la rendre totalement carboneutre. Dans la prochaine année, on va aussi travailler fort pour faire du Québec un pôle mondial de transport électrique et de la filière des batteries. En terminant, je vais vous dire que pendant des dizaines d'années, on parlait de ce qu'on devait faire pour renforcer l'économie du Québec, mais sans faire bouger l'aiguille. Plusieurs ministres ont présenté des plans d'action, des stratégies, des politiques dans les chambres de commerce. Ce qui a changé depuis 3 ans, c'est qu'on atteint partiellement nos objectifs et on est en voie de réussir. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Je viens vous rejoindre. Je vous donne un micro. J'aimerais vous dire que vous allez avoir l'opportunité de poser vos questions au ministre. Il y aura 2 micros dans la salle. Mon ami Claude Boutin et Marlène Gaudreault, ma collègue, vont disperser le tout. Alors, ce sera à votre tour après quelques questions que je vais poser, mais ne vous gênez pas. Monsieur le ministre est là pour vous. Monsieur le ministre, merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Prendre le temps d'échanger avec nous sur les enjeux économiques de notre région. J'ai beaucoup apprécié votre présentation, notamment avec l'annonce de la stratégie concernant l'aluminium. Puis on le sait, c'est un pan très important de notre économie régionale. Et si on veut continuer à se développer comme région, on doit aussi se diversifier. Et comme vous avez présenté la CAQ comme le parti des régions, vous l'avez dit dans votre allocution, vous ne pouvez pas nous reprocher d'avoir des attentes élevées, n'est-ce pas? Parlons de diversification d'ailleurs régionale. La diversification économique dans notre région, c'est primordial, c'est un enjeu depuis longtemps, surtout dans un contexte post-pandémique où l'ensemble de l'économie mondiale a été chamboulé. Les grands soucis d'approvisionnement, vous l'avez dit, sont grands. Les stocks sont au plus bas. Ça change complètement la dynamique de production. L'autonomie locale est de plus en plus importante. Vous l'avez aussi mentionné. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la diversification économique pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean? Quels sont les principaux créneaux porteurs pour y arriver, pour enfin y arriver? Bien, il y a multiples réponses. Je pense qu'une des réponses, c'est qu'on parlait beaucoup dans l'ancien temps des villes ressources. Et je pense qu'on voit de plus en plus, je vais parler de la filière batterie 30 secondes, qui n'est pas nécessairement ici présente aujourd'hui, mais qui pourrait l'être. C'est qu'on est capable maintenant de convaincre des investisseurs, convaincre les marchés que nos ressources naturelles peuvent être... on peut créer de la valeur en aval. Et je pense que dans le cas du lithium, du nickel, puis du graphite, nommé que ceux-là pour la batterie, on est en train de voir géopolitiquement, l'Amérique du Nord se consolider. Les chaînes d'appro vont être beaucoup plus courtes. Puis je pense que le Québec, on peut jouer un rôle important dans cette chaîne-là. Bon, si je reviens ici dans la région, je pense par exemple à Ariane Phosphate, une compagnie que je connais assez bien, je pense à BlackRock. Bien, de plus en plus, ces métaux-là, ou dans le cas d'Ariane, c'est l'apatite, bien, l'apatite, ça va faire partie des batteries éventuellement, on commence à voir ça. Dans le cas du vanadium, il y a plusieurs applications d'alliage qui peuvent être faites. Alors, je pense qu'on commence à voir des gens, des grosses filières industrielles qui voient le Québec non seulement pour aller extraire les minéraux, puis les convertir aussi. Puis je pense que comme gouvernement, d'ailleurs, la filière la SQDA qu'on a annoncé hier, 475 millions, ça n'ira pas Rio Tinto. Il n'y a pas besoin de nous autres pour faire les projets. Mais ça va aller, en partie peut-être, mais ça va aller tout l'écosystème qui va alentour. Alors moi, je pense que c'est important qu'on puisse convertir nos ressources naturelles en aval. Et je donne beaucoup d'importance aussi à l'économie sociale. L'économie sociale, je pense, en région, va permettre de garder nos jeunes, puis va permettre aussi d'avoir une revitalisation alentour des filières industrielles. Bien, vous me faites rebondir là, sur justement la filière batterie et même filière hydrogène.
Lorsqu'on regarde justement notre positionnement géographique à Saguenay, notre expertise dans le domaine des minéraux, notre port en eau profonde également, ainsi que la grande disponibilité des terrains, là, on a de la place pour accueillir. Qu'est-ce qui nous manque à notre région afin qu'elle devienne le pôle national du développement de la filière batterie et de la filière hydrogène? Ouais, premièrement, l'hydrogène, je pense que ça va être une filière qui va être répartie sur le territoire du Québec, parce que l'hydrogène se transporte moins bien que d'autres produits. Alors moi, je pense qu'on va devoir se servir d'hydroélectricité. Ici, au Saguenay, la distribution est assez puissante, donc on peut imaginer qu'il pourrait y avoir un électrolyseur ici qui pourrait suffire à approvisionner les filières industrielles. Il pourrait y avoir du côté du savoir. L'hydrogène vert, bon, c'est pas si complexe. Quand on prend l'électricité, on prend l'électrolyseur, puis on produit l'hydrogène. Mais l'application de l'hydrogène, je pense qu'on commence à peine au balbutiement de voir c'est quoi l'utilisation. Alors peut-être qu'on pourrait penser qu'il pourrait y avoir du savoir ici qui pourrait contribuer à ça, les universités. Les zones d'innovation qu'on crée, c'est quoi? C'est la réunification de la recherche fondamentale, la recherche appliquée, l'éducation et avec des grands donneurs d'ordre et des PME. Donc, clairement, au niveau de l'aluminium, il y aurait une logique à dire qu'il devrait y avoir une zone d'innovation. Alors, je pense qu'il faut choisir des créneaux où on a une valeur ajoutée. Dans le cas du Saguenay-Saint-Jean, évidemment, la base est l'aluminium, mais je pense qu'on peut aller plus large que ça avec d'autres minéraux qu'on pourra devoir convertir. Moi, je pense qu'il y a une filière importante là qui peut se greffer, parallèlement, évidemment, à l'économie circulaire, l'économie sociale qui se greffe aussi des régions. Si on revient sur l'annonce de Rio Tinto, notamment aussi en lien avec l'annonce imminente, 10h30 ce matin, il y aura des annonces dont on ne connaît pas l'ampleur, mais on a bien hâte d'entendre. Hein? Quelle est la prochaine étape là, pour que la production de l'aluminium ou de l'aluminium vert, c'est quoi la prochaine étape pour qu'on puisse avoir des projets aussi pour développer la deuxième, troisième transformation? Parce que ça a toujours été un grand défi, un très grand défi. On a de l'aluminium dans la région, mais on peut pas, les entreprises ne peuvent pas profiter d'un coût moindre. Comment est-ce qu'on peut faire pour enfin y arriver? Puis je voyais Pierre Bouchard là, de Stas là, dans la salle. Ça doit l'interpeller également. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? J'aimerais beaucoup vous répondre au nom de Ivan. D'ailleurs, Ivan Della, qui est ici, nouvellement nommé CEO de Rio Tinto Aluminium Mondial, qui est basé ici au Québec. Alors, je pense que c'est un signe aussi que pour la société, le Québec est une place importante. Écoutez, tantôt, il y aura des annonces, puis il y aura des questions qui seront posées à Sébastien, à Jean, puis Jean-François qui est ici, je pense aussi. Alors, je pense que moi, je regarde Rio Tinto et je vois une entreprise qui est commise à rendre la production carboneutre. Hein. Je pense que la société a fait une annonce à cet effet-là, qu'en 2050, c'est carboneutre. Quand on voit que l'aluminium, c'est un des plus grands pollueurs, c'est pas peu dire, c'est pas banal. Alors, je pense qu'évidemment, cet élan-là, je vais parler à leur nom, Elysis, qui est ici au Québec, qui est ici au Saguenay, qui a été développé par des gens du Saguenay. J'étais hier avec M. Chris, qui est le directeur général de l'opération. Tous les PME du Québec, du Saguenay, qui profitent de ça, parce que Rio Tinto a accepté, et Alcoa aussi, il faut le mentionner, que la répartition des contrats soit faite aux équipementiers du Saguenay. Alors moi, je pense que c'est probablement la technologie la plus avancée au monde pour la décarbonisation de l'aluminium. Alors, c'est sûr que c'est fait ici. Il y a de bonnes chances que le Québec soit la première juridiction qui aura de l'aluminium carboneutre. Alors, je pense que ça va être un élément très important au développement. Donc, on n'a pas besoin de, comme je dis aujourd'hui, le rôle du ministère de l'Économie, c'est pas de tirer ses plantes, c'est les arroser pour qu'ils poussent. Alors, comment on dirait, vous devez investir, bien, ils vont nous regarder, non, on n'investira pas, oui, on va investir. Alors, moi, je pense que dans le cas de Rio Tinto et dans le cas d'Alcoa, ils sont très sur Rio Québec, puis ils voient l'avantage Québec pour la décarbonisation, je pense, des filières industrielles inégalées à cause d'hydrogène vert, à cause de l'hydroélectricité, les technologies qui ont été créées ici. 80 millions que le gouvernement a injecté depuis 2018? On a mis de l'argent avec le fédéral dans Elysis comme partenaire. On a investi en actions et en prêts. Ce qu'on a annoncé hier, c'est pas nécessairement Elysis, mais parce que je pense que la société va pouvoir elle-même investir, mais ce qui va être l'avantage
corollaire de ces investissements-là va être majeur pour les entreprises du Saguenay et du Québec. On va rester en place à 10h30 pour bien entendre ce qui va être annoncé. Qu'est-ce que vous pensez du système de plafonnement et d'échange des droits d'émission? Le cap and trade, la bourse de carbone? Le SPID, ce qu'on appelle le SPID, là, qui se resserre en 2024, parce que c'est en lien, évidemment, avec Mais je pense que la bourse du carbone. Je pense que la bourse du carbone, ce qu'on appelle le cap and trade en anglais, je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet d'avoir un outil gouvernemental pour accélérer la mise en œuvre des technologies qui vont réduire les émissions de carbone. Maintenant, la question fondamentale, c'est à quelle vitesse on va réduire les crédits gratuits. Et je pense que l'effort du gouvernement, c'est de dire on doit donner une valorisation aux entreprises qui investissent. Alors, c'est pas tout le monde qui est rendu à la même place. Puis, il y a la concurrence aussi avec la Chine et la Russie. Oui, mais je pense que fondamentalement, c'est une bonne politique. Mais par exemple, prenons un exemple. Mécanisme, le ciment, il part de loin. Alors que d'autres industries, dont l'aluminium, la P60, ici, c'est pas carboneutre, mais c'est mieux que c'était avant en termes d'efficience énergétique, d'efficience ou de lutte changement climatique. Alors, il faut faire un effort au gouvernement de reconnaître les investissements qui ont été faits pour réduire les émissions, puis de donner des crédits gratuits en corrélation avec l'effort qui a été fait. Ça, c'est très, très complexe. Avec mon collègue Benoît Charret et Éric Girard aux finances, on travaille sur qu'on appelle le fine-tuning du SPED, là, que vous appelez, là, qui est la bourse de carbone. Oui, je l'ai mal dit, hein, encore une fois. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais notez le nombre de mots que je déforme. C'est celui qui va avoir le bon chiffre, là. C'est très complexe. Mais je pense que la bourse de carbone, fondamentalement, c'est une bonne chose. Oui. Et je pense qu'on va voir de plus en plus de pays s'y souscrire. Puis nous, au Québec, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut travailler avec nos filières industrielles pour les aider, les encourager. S'ils payent des crédits, qu'on puisse réinvestir l'argent au Québec et non pas l'envoyer en Californie. Vous avez parlé souvent du soutien au développement de l'entrepreneuriat, la volonté du gouvernement de mieux soutenir les PME de notre région. Vous avez salué les gens de Promotion Saguenay. Les MRC vont avoir beaucoup de pouvoir aussi pour le soutien des PME. Fait intéressant, les PME dans la région, c'est 88 % des emplois, très, très important. Or, plusieurs d'entre elles dépendent de d'industrie dominante. Comment entrevoyez-vous les prochaines étapes afin d'assurer la pérennité de nos PME? C'est large, hein, comme question. C'est très large. On n'a pas, mais en fait, ce qu'on a fait avec la réforme d'Investissement Québec, ça mérite de prendre peut-être une minute pour l'expliquer. Vous vous rappelez peut-être, on a créé ce qu'on appelle Accès Entreprise Québec. C'est le filon ou la structure pour les MRC, pour qu'on puisse être en proximité avec nos PME. Et on met 2 ressources par MRC, 220 ressources. On a un budget assez costaud par rapport à ça. Avec la pandémie, on a utilisé les fonds locaux d'investissement, les FLI, qui ont été l'engin qu'on a utilisé pour le programme POPME. Et ça nous a permis de voir que c'était à géométrie variable, donc il fallait ajouter des ressources. On aurait aussi reconnu qu'il y avait peut-être une prise de risque qui n'était pas assez grande dans la part des FLI. Donc, on a profité de ce programme-là pour rehausser un peu la prise de risque. Et je pense que ça va être fondamentalement une couche qui va pouvoir couvrir nos PME qui ne peuvent pas être couvertes par Investissement Québec. Après, on a créé Investissement Québec régional. Il y a 17 régions administratives au Québec. On a créé des comités aviseurs qui sont pas mal tout formés maintenant. Et on a décentralisé beaucoup du pouvoir d'octroi du crédit qui était fait chez Investissement Québec national. On l'a mis dans les régions. Donc, on a quand même 17 pôles, 17 IQ régionaux qui vont pouvoir permettre de prendre les sociétés qui grandissent au niveau des MRC, des FLI, puis les amener au niveau régional. Puis, évidemment, il va y avoir encore les dossiers d'Investissement Québec national, qui passent par mon bureau la plupart du temps, là, parce que c'est des dossiers qui sont transformateurs. Donc, je pense qu'on a établi au Québec une structure qui va permettre que nos PME soient bien servies, parce que vous avez dit tantôt, c'est vrai au Québec. Au Québec, il y a 250 000 entreprises, 98 % ont moins que 100 employés. Donc, c'est un terroir qui est très, très, très fragmenté. Donc, conséquemment, il faut avoir l'habileté de pouvoir être près de proximité. Puis je pense que la structure va nous permettre d'arriver à la pérennité, et non seulement la pérennité, de croître le niveau entrepreneurial. Parlons transport maritime. PDG de Port Saguenay qui est dans la salle. Saguenay-Lac-Saint-Jean peut compter sur un port en eau profonde situé dans un endroit très stratégique.
avec la lutte au changement climatique, le développement de l'aluminium, la filière batterie, la filière hydrogène et l'avantage en termes de GES que procure le transport par bateau. Comment votre gouvernement envisage-t-il l'avenir du transport maritime au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Mon plus grand désir, puis il y a quelqu'un du Bloc ici, mon plus grand désir, c'est que le fédéral nous transfère la gestion des ports. Bon, ça n'arrivera pas peut-être sur le gouvernement en place, mais bon, il est clair que si on tourne un peu en arrière, quand M. Legault a écrit son livre « Le Cap sur Saint-Laurent », où la voie maritime, évidemment, est la colonne vertébrale du Québec, avec les tributaires, comme le Fjord, évidemment. Mais moi, je pense que c'est une filière qui est très, très, très importante, puis j'étais très déçu de voir le projet Laurentia ne pas vivre, parce que, d'une part, au Québec, on a perdu une part de marché importante pour les conteneurs. Bon, c'est pas tellement spécifique pour Saguenay, là, mais quand même, on perd les conteneurs pour les États-Unis, puis je trouve ça malheureux. Puis des ports en eau profonde, bien, à Québec, il y a de l'eau profonde, mais Bécancour aussi, évidemment, c'est pour d'autres fins. Le transport maritime est important parce que quand on parle de toutes les filières industrielles, pourquoi sont au Québec? En partie à cause de l'accès. Et je pense qu'il va falloir, dans la mesure du possible, travailler avec le fédéral pour donner une vocation à différents ports. Je pense que c'est important parce que tous les ports se compétitionnent. À un moment donné, il y avait une petite guerrette entre Québec et Montréal que je trouvais malsaine parce que Montréal, c'est un port de destination. Alors, Québec, ça serait un port de transition pour aller des marchés américains. Alors, il faut travailler ça. Bon, là, c'est pas pertinent pour ici, mais je pense que dans le cas du port Saguenay, évidemment, on a investi, malgré le fait qu'il n'y a pas de gros projets qui ont été faits, GNL Québec, sur la zone aéroportuaire. Et je pense qu'il faut continuer à le faire, parce qu'effectivement... Industriel-portuaire. Je m'excuse. Alors, on va continuer à le faire, parce que je pense qu'il y a des projets qui s'en viennent. Hein. Je ne veux pas être autre que Rio Tinto. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Parce que, encore une fois, je pense que je suis très... c'est bon, ça, des projets qui s'en viennent. Je suis très excité par l'avantage Québec. Puis on en veut des projets. Et votre gouvernement va être là pour supporter les projets. C'est ça qu'on veut, oui. On ne peut pas recevoir le ministre de l'Économie sans aborder la question de la main-d'œuvre. On sait que toutes les régions du Québec ont été frappées de plein fouet, évidemment, là, par la rareté, la pénurie selon certains secteurs. C'est rendu l'obstacle numéro 1 au développement de nos entreprises. Hier, j'étais à la journée économique de la Fédération des chambres de commerce du Québec et c'est vraiment l'enjeu numéro 1 au Québec. L'enjeu numéro 1 de nos membres également de la Chambre de commerce. Oui, on peut parler d'automatisation, d'augmenter les seuils d'immigration, mais c'est une solution basée sur un plus long terme qui peut prendre plusieurs années. Que compte faire votre gouvernement afin de soutenir les entreprises à court terme, afin de faire face à la problématique de rareté de main-d'œuvre? Ben, comme introduit, j'ai mentionné dans mon allocution, c'est clair, c'est une préoccupation du gouvernement qui touche plusieurs ministères. Un plafond de verre de la croissance économique, parce qu'on est victime de notre succès. On a une croissance économique plus grande que le reste du Canada, donc conséquemment un problème de main-d'œuvre. Problème qui est évidemment non seulement relié au Québec, mais partout dans le monde. On a vu d'ailleurs dans le Times, je pense, ou dans le New York Times, un article récemment sur The Great Resignation. On a un phénomène particulier qui se produit où beaucoup de gens ont quitté le marché du travail pour aller sur la PCU, PCRE, parce que à cause de la pandémie. Et plusieurs personnes ne veulent pas retourner dans les postes qu'ils occupaient. Pourquoi? Parce qu'ils veulent rehausser, on ne peut pas les blâmer, les niveaux de salaire qu'ils peuvent faire, ils veulent se requalifier. Donc, il y a un phénomène aussi qui est que des postes moins bien rémunérés, ça va être très difficile, ça va être important pour les sociétés de vouloir bien convaincre les gens à le faire. La semaine passée, il y a eu une sortie des maires, José Rapalache, qui notait que la pénurie de main-d'œuvre coûtait 2 milliards de pertes de revenus pour les entreprises. C'est vrai, mais en même temps, il y avait des recommandations. Il y avait 3 recommandations. La première, elle disait « Soyez plus agressifs, gouvernement, pour la productivité. » Donc, je pense qu'on est là. Puis, on ne peut pas aller plus vite que les gens veulent le faire, mais on doit mettre beaucoup d'emphase sur l'accompagnement humain. Parce que mettre de l'argent en disponibilité, c'est une chose, mais il faut que les PME puissent être capables de comprendre, pas qu'ils ne comprennent pas, mais d'avoir les ressources pour leur dire qu'est-ce qu'ils vont robotiser, qu'est-ce qu'ils vont numériser. C'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, cette recommandation-là, on est en action. La deuxième, parlait de l'immigration. Je vais revenir sur l'immigration. Puis la troisième, il disait, peut-être qu'il faut rehausser les salaires. Puis, un chiffre qu'il faut garder en tête, qui frappe l'imaginaire un peu, plusieurs chiffres. Le premier, c'est qu'il y a à peu près 200 000, 195 000 postes vacants au Québec.
plus que 75 ne requièrent pas de bac universitaire. Plus que le 2/3 sont au salaire minimum ou près du salaire minimum. De l'autre bord de l'équation, il y avait à la fin septembre, je n'ai pas eu octobre encore, il y avait 262 000 chômeurs. Il y avait, quand on compare l'Ontario et le Québec, les gens de ma génération qui travaillent au Québec, si on avait le même pourcentage que ceux qui travaillent en Ontario, il y aurait 80 000 personnes de plus qui travailleraient. 260, 80. Sans égard aux communautés autochtones qui sont mal intégrées, c'est notre faute. Sans égard aux gens qui ont une déficience mentale légère, qui peuvent travailler, on est rendu dans le 400 000, 200 000 de l'autre bord. Alors moi, je pense que oui, l'immigration, il faut faire du travail. Et oui, l'immigration, il faut simplifier le processus d'identifier les secteurs où on peut être autant besoin. Puis ça, le fédéral travaille avec nous, on a simplifié ça. Oui, il faut donner des permis permanents plus rapidement, parce que moi, ça me désole, ça me fait mal au cœur quand je vois un immigrant qui est ici, qui n'a pas son permis temporaire, il n'a pas son permis permanent, puis ça va travailler en Ontario. Je trouve ça inacceptable. Alors, on est conscient. Jean Boulet travaille sur ça. Alors, oui, on va aider l'immigration avec une facilité accrue pour amener les investissements, des immigrants économiques temporaires. Mais il y a une solution québécoise. Puis il faut accepter qu'il faut monter le salaire, il faut requalifier les gens, parce que les gens qui sont à la maison, qui ne travaillent pas, là, ils veulent faire d'autres choses. Mais faire d'autres choses, si les postes ne requièrent pas un bac, bien, ça peut se faire en formation 6 mois, 1 an. Alors moi, je pense qu'avant de crier au loup que l'immigration va tout régler les problèmes, regardons l'intérieur du Québec, je pense qu'il y a des choses qu'on doit faire. Et on ne les a peut-être pas faites adéquatement. Il faut mieux communiquer, il faut mieux expliquer aux gens c'est quoi les postes qui sont vacants. Puis la plupart de ces postes-là, bien, on peut les combler ici. Dans la région, comme dans toutes les autres régions du Québec, les 17 régions, nous avons tous un conseil régional des partenaires du marché du travail, dont j'ai l'honneur de présider. Plusieurs personnes ici en font partie. Et la prochaine rencontre, c'est vraiment pour les stratégies de main-d'œuvre. Alors, il y a un comité ici, là, dans la région, qui travaille, une table de concertation, qui travaille pour les stratégies de main-d'œuvre. Dernière question, et je vous laisse la parole à vous dans la salle. Vous en avez parlé, l'achat local, le saut produit du Québec. Tout le monde est d'accord là, pour la valorisation de nos produits. Vous le savez, Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est très, très fort notre volonté de soutenir nos entreprises d'ici. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord coordonne une initiative régionale qui s'appelle « Mes achats à quelques pas » afin d'encourager les commerçants à visiter, les gens à visiter les commerces, donc à passer la porte du commerce pour assurer la vitalité de nos centres-villes notamment. C'est un projet régional. Par contre, une fois que c'est dit, là, comment est-ce qu'on peut soutenir nos entreprises du Saguenay afin qu'ils puissent également vendre leurs produits et leurs services plus facilement à Québec, à Montréal, à Gaspé, donc la distribution de commerce? Il y a deux choses. Il y a deux volets. Il y a le volet marché public du gouvernement, puis il y a le volet de ce qu'on appelle le B2C, aux consommateurs. Donc, je parle du volet gouvernemental. Ma collègue Sonia Lebel va annoncer bientôt une réforme, je pourrais dire, de comment le gouvernement va acheter localement. Comment le gouvernement peut acheter plus localement. C'est sûr qu'il faut faire attention. Au ministère de l'Économie, on gère autant le marché local qu'on gère aussi l'entente bilatérale. Donc, évidemment, à cause de nos ententes bilatérales avec l'Europe particulièrement, il faut faire attention. On ne peut pas juste privilégier gré à gré les compagnies québécoises. C'est étant dit, c'est clair que le plus bas soumissionnaire, on va s'éloigner de ça pour pouvoir incorporer dans les critères d'évaluation des fournisseurs du gouvernement le critère de la qualité, de la proximité, contenu local. Alors, Sonia va arriver avec un programme relativement costaud et nous, il faut faire de la formation au niveau des fonctionnaires pour leur expliquer que, parce que ça existe déjà, de ne pas choisir seulement le plus bas soumissionnaire, contrairement à ce que le monde peut penser. Mais le réflexe a toujours été, on prend le moins cher. On prend le moins cher, on ne sera pas accusé par nos supérieurs d'avoir pris de mauvaises décisions. Donc, on va faire un effort majeur de ce côté-là. Et on va aider aussi les entrepreneurs. On va aider les petites entreprises à pouvoir naviguer dans les appels d'offres. C'est pas facile quand le gouvernement fait un appel d'offres pour des marchés publics. Donc, on va travailler en haut pour s'assurer que le réflexe soit là pour conseiller le Québec de la bonne façon. Puis, on va aider les entreprises pour pouvoir manœuvrer dans ce labyrinthe-là pour pouvoir accéder à ces contrats-là.
Au niveau des consommateurs, vous vous rappelez du panier bleu, évidemment. On va faire des annonces, Lucie Lecourt et moi, dans les prochains mois sur 2 volets. Le volet identification. Je pense que les Québécois, ce qu'ils veulent, c'est de comprendre ce qu'ils achètent. C'est pas à nous de dire quoi acheter. L'exemple du gin du Québec, c'est le meilleur exemple. Vous allez à SOQ.com, vous regardez les gins du Québec, vous allez avoir 3 labels. Un blanc, un bleu pâle et un bleu marin. Bleu marin, c'est de la graine dans la bouteille. Le bleu pâle, c'est l'alcool vient d'ailleurs, on fait une 2e distillation. Puis quand c'est blanc, il n'y a rien du Québec sauf le nom. Alors je pense que les Québécois, moi je ne vais pas dire aux gens quoi acheter, mais on doit faire un effort de mieux identifier nos produits québécois, conçus au Québec, fabriqués au Québec. Là, on est là-dedans. Là. Comment est-ce qu'on va faire une nomenclature qui va être gérable? Alors ça va être important. Après ça, c'est qu'est-ce qu'on fait pour la fameuse chaîne logistique? Qu'est-ce qu'on fait pour compétitionner Amazon? Est-ce qu'on va anéantir Amazon au Québec? La réponse est non. Par contre, on peut-tu trouver une solution amazonienne, québécoise, où on peut se servir d'entrepôt, où on va colliger différents producteurs ou commerçants? On peut-tu avoir une plateforme numérique? On peut-tu avoir des petits camions qui se promènent quand ils vont livrer les boîtes d'Amazon, peut-être livrer les boîtes panier bleu ou autre? Et là, on est là-dedans, puis je pense qu'on est rendu là au Québec. Puis il faut faire attention, on ne veut pas non plus s'isoler, mais c'est sûr qu'il faut donner une plateforme logistique aux petits producteurs et aux petits commerçants si on veut avoir un certain effet. On va annoncer quelque chose qui va être conforme avec la politique du gouvernement de dire « fait au Québec » pour promouvoir ce qui est fait au Québec. Et c'est pas juste la responsabilité du gouvernement, hein? C'est notre responsabilité à nous tous d'acheter des produits d'ici. Alors, je vous invite à aller visiter le site Mes achats à quelques pas, Saglac. C'est vraiment une initiative Saguenay-Lac-Saint-Jean, québécoise, mais notre couleur Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une initiative qui regroupe l'ensemble des chambres de commerce du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant, à vous. Alors, vous voyez les micros. Je vous invite à aller au micro, poser votre question. C'est important que vous nommiez qui vous êtes et de quelle entreprise vous êtes. Et nous avons 10 minutes pour vous. Bonjour, alors Chantal Cyr, directrice générale du Centre de services scolaires des Rives du Saguenay. Monsieur le ministre, vous avez parlé de 3 choses, entre autres d'investissement de main-d'œuvre et d'achat local, donc d'entrepreneuriat. Alors nous, on investit au quotidien dans votre prochaine main-d'œuvre, des jeunes qui iront travailler chez vous. Ma première question est la suivante. Vous avez mentionné tantôt que plus de 70% des emplois qui sont vacants à l'heure actuelle ne sont pas des emplois pour lesquels on demande une diplomation universitaire. Vous avez mentionné également que Mme Mécan était à revoir l'offre des programmes universitaires pour mieux répondre aux besoins des employeurs. Est-ce que vous avez pensé revoir l'offre en formation professionnelle dans des programmes beaucoup plus courts où on pourrait, dans le fond, travailler à la relève qui est de plus en plus pressante pour nos employeurs? Est-ce que vous avez pensé revoir celle-ci également en formation professionnelle? La réponse est oui. Moi, j'ai découvert, quand je suis arrivé en politique, les CCTT. Il y en a 59 là, au Québec, le réseau Synchronex. Je pense qu'un des enjeux qu'on a, c'est qu'on n'a pas valorisé les métiers assez dans le passé. Tout le monde veut avoir un enfant qui va être docteur Yoshua Bengio en intelligence artificielle, mais ça n'arrivera pas. Alors, donc, il faut accepter qu'il y a plusieurs choses là-dedans, je pense. Le débat, on peut parler pendant longtemps, mais moi, je pense que les jeunes, aujourd'hui, ils pourraient faire le bac à 35 ans, là, parce que moi, je suis de la génération, il fallait avoir tout fini. Là. 25 ans, le bac, la maîtrise, on passe, on va travailler. 55 ans, liberté 55, on arrête de travailler. C'est fini, ça. Je pense que nos gens vont travailler jusqu'à 75. Parce que, regarde en Ontario, pourquoi l'Ontario, les gens travaillent plus vieux que nous autres? C'est triste, là, mais c'est la scolarisation. On a un manque d'éducation au Québec. C'est pas acceptable. Une des raisons pourquoi on est moins riche, c'est qu'on est moins éduqué. Alors moi, je pense qu'il faut donner beaucoup de valeur. L'éducation, c'est pas juste faire des PhD, c'est pas juste universitaire. Je pense que je regarde aux États-Unis, j'avais visité la zone d'innovation en aéronautique à Wichita. Les meilleurs ingénieurs, c'est des soudeurs. Alors, il y avait des écoles de soudure. Les jeunes travaillaient chez Spirit, qui est Boeing maintenant, travaillaient chez Airbus, Bombardier, peu importe. Oups, à 28 ans, 30 ans, ils allaient faire leur cours d'ingénierie. Les écoles d'ingénierie disaient c'est les meilleurs ingénieurs, c'est ceux qui viennent du milieu. Alors, je pense qu'il faut revoir complètement le système. Et puis, Daniel Bacan est d'accord avec moi. Il faut revoir complètement ce qui se passe. Et il faut aussi, comme en Allemagne, que les entreprises aient voir nos jeunes au secondaire, puis leur expliquer c'est quoi le travail qu'ils vont faire. Quand moi, on réalise que nos jeunes au primaire, aujourd'hui, 50% des postes qu'ils vont occuper n'existent pas, bien, ça indique qu'il va falloir qu'il y ait une arrimage qui se fasse beaucoup plus grand, beaucoup plus forte, puis
plutôt entre les entreprises et le milieu collégial, autant collégial qu'universitaire. Alors, je pense que oui, je suis d'accord avec vous, il faut à la base revoir nos cohortes, revoir comment est-ce qu'on va éduquer nos jeunes, puis en même temps, pour valoriser, moi, un autre élément qui me désole beaucoup au Québec, dans les STEM, là, des sciences, technologies, ingénierie, puis mathématiques, on est la province la plus faible au Canada en termes de diplomation. Et ça, c'est pas acceptable. Pas acceptable. Hier, on a vu chez Ubisoft, j'étais à Sherbrooke hier, on a annoncé un studio, puis Yves Guillemot, le président d'Ubisoft, la plus grosse juridiction dans laquelle il investit, c'est le Québec. Il était à Sherbrooke, pourquoi? Parce qu'il y a une université, on a des STEM, on a des jeunes qui produisent là, puis il a dit « Oups, on va aller prendre le talent qu'il y a là ». Alors, je pense qu'il faut revoir un peu tout ça, puis pour conclure, l'entrepreneuriat, c'est important aussi, puis le reprenariat aussi. Je pense qu'il faut former nos jeunes dans d'autres segments que l'administration, puis il faut les reprendre après, un peu comme l'école d'entrepreneurs de la Beauce, qu'on connaît tous, mais il faut en faire une vingtaine de ça, pour que nos jeunes veulent entreprendre et avoir les aléas positifs, négatifs d'entrepreneuriat. Merci. Je vous présente quelqu'un qui parle aussi longtemps que vous. Carl Côté. Merci, Sandra. Sandra, c'est mon ex. Je suis l'ex-président de la Chambre de commerce. Bien Président seulement parce que mon mari est là, hein? Ben oui, c'est ça. Je fais attention. Là. Je sais qu'Éric est dansant. Monsieur, merci d'être de retour en politique, première des choses, parce qu'on a besoin des gens d'influence comme vous au niveau financier. Moi, j'ai 2 entreprises dans le domaine de l'environnement, études d'impact, notamment, et demande d'autorisation dans tous les secteurs, CPTAQ, et les différentes demandes qu'on a besoin de faire. Vous l'avez vécu avec Ariane Phosphate. On a travaillé avec Métaux BlackRock, on a travaillé avec Rio Tinto pour les demandes d'autorisation, mais on travaille aussi avec les villes, les MRC, les parcs industriels. Actuellement, on travaille avec la Régie des matières résiduelles au Lac-Saint-Jean. On vit un marathon de demandes de permis. On parlait tantôt avec des gens de BlackRock, on a parlé de 8 ans pour obtenir certains permis. Fait que, comme vous le savez, il y a des opportunités. À un moment donné, tu es dans une fenêtre d'opportunité de financement. Puis là, les investisseurs disent, là, qu'est-ce qui se passe? What's the matter with Québec? Parce qu'ils disent, on sait quoi, comment ça prend de temps pour avoir les permis au Québec? Puis je voudrais vous entendre parler là-dessus, parce qu'actuellement, on est bien d'accord, je suis le premier à défendre les droits, puis tout ça. J'ai une entreprise avec des Autochtones. On veut avoir un Québec qui est vert, mais en même temps, actuellement, c'est très lourd comme démarche, puis vous le savez. Je voudrais vous entendre parler un petit peu s'il y a des changements qui s'appliquent là-dessus bientôt, ou comment vous voyez ça? C'est une très bonne question, parce que, effectivement, on parle d'allègement réglementaire, puis sur une place, je dois dire que je ne suis pas satisfait des progrès qu'on a fait de ces-là. Malgré ça, ma collègue Lucie Lecourt a présenté un projet de loi, l'Omnibus allègement réglementaire, projet de loi 103, je pense, où on a une couche avec Yuri Chassin, qui est notre député à Saint-Jérôme. On a passé beaucoup de temps à revoir avec le patronat quelles sont les places où il faut alléger. On a identifié 44 mesures, je pense, dans l'Omnibus de Mme Lecourt. Je pense qu'il y en a une vingtaine qu'on va adoucir. C'est pas facile, parce que d'une part, on parle d'environnement. On est tous conscients qu'il faut faire attention aux milieux humides, les BAP, et ainsi de suite. Alors, je pense qu'il y a un côté du cerveau qui dit « soyons rigoureux pour pas qu'il y ait d'abus ». Puis de l'autre bord, là, je le vois dans la filière batterie, là, un des éléments importants pour les investisseurs étrangers, c'est de dire ce qu'on appelle le pathway pour qu'on puisse faire un projet. Puis il y a un côté de ma tête qui dit non, il faut faire attention parce que ça va être un legacy pour les prochaines générations. Mais de l'autre bord, il y a des juridictions qui sont beaucoup plus libérales que nous sur ces enjeux-là. Le chemin de passage, il n'est pas facile. Alors, je dois avouer qu'on n'est pas rendu où il faudrait être. Puis quand on regarde le Québec, on l'a vu dans plusieurs segments, on considère qu'on est compliqué un peu. Il y a beaucoup de réglementations. Moi, je pense que, quand je suis arrivé en politique, je me suis dit, on va tout faire débarquer ça. Là. Puis évidemment, j'ai changé d'idée. J'ai changé d'idée parce que on a quand même une implication sociale importante. Là. Puis le legs qu'on va voir à nos générations qui vont nous suivre. On a un premier ministre qui est très impatient, comme moi d'ailleurs. Alors, il faut patauger. Puis il n'y a pas de réponse, mais je pense que c'est aux différents ministres, parce que j'ai toujours dit la même chose, c'est qu'on est tous solidairement, la CAQ, c'est un gouvernement, on veut alléger, mais chaque ministre individuellement regarde dans son ministère, oups, ça me prend une petite règle-là pour m'assurer avec raison. Quand tu parles tous les agrégats, tout ça, tu mets ça ensemble, ça fait une pizza, là, on le reste un peu. Alors, on en est conscient.
faut être prudent, par contre. C'est pas aussi facile que j'avais pensé il y a 2-3 ans. 3 ans d'expérience me rend plus conservateur sur ça, mais en même temps, je réalise que beaucoup d'entreprises ont des enjeux sur le chemin d'accès. C'était pas une question piège, c'était vraiment un message. Non, je comprends, non, mais il n'y a pas de réponse facile non plus. Alors, je réponds longtemps pour rien dire, là, mais bon, c'est... Merci, Carl. Dernière question, Gérald Savard, MRC du Fjord du Saguenay. Monsieur Gérald, j'ai négocié votre question là, parce qu'on me faisait signe qu'il fallait absolument libérer Monsieur Fitzgibbon. Alors, je vous laisse poser votre question. Il y a une grosse annonce qui s'en vient. Je vais vous remercier pour Accès Entreprise, que vous avez eu confiance au MRC. On y a travaillé fort. Merci pour ça. Qu'est-ce qui est précieux pour la région, pour l'avantage qu'on a l'atout, là, c'est les 3 décrets. On a le décret d'Ariane, qu'on a travaillé fort, BlackRock, puis la zone industrielle portuaire. Ça, c'est précieux en 2021 d'avoir des décrets quand on connaît l'environnement. Mais moi, la question, là, puis j'aime ça vous entendre en passant, vous êtes un sacré bon ministre. La question que je pose, ça fait 2 fois que je la pose, puis qui m'inquiète beaucoup pour la région, on parle du Saguenay, c'est Québec Rail. Pourquoi que le gouvernement a donné 7 millions? J'avais parlé à M. le ministre Jonathan après, j'étais au budget. 7 millions pour faire l'étude Québec Rail, puis fédéral, 7 millions. Qui va nous détourner, nous, à notre économie. C'est tout qu'un danger pour nous, là. En tout cas, moi, je m'oppose à ce projet-là. Moi, j'en veux pas, moi. Bien, écoutez, je comprends très, très bien l'enjeu, évidemment. Là. Géographiquement, on peut comprendre l'implication négative pour avoir ce projet-là. D'une part, le gouvernement n'a pas décidé. Puis pourquoi on investit? C'est parce que je pense que dans des situations comme celle-là, il faut... puis le dossier est pas mal piloté par Jonathan Julien, là, puis le plan Nord, mais indirectement, on est impliqué au MEI. Je pense on veut investir. On n'a pas de conclusion prise. Il y a un enjeu important du mouvement de nos marchandises, de nos matériaux, puis donc, il y a des gens qui prétendent que ce 370 km, je pense, entre les différentes régions. Je comprends l'impact qu'il y a ici. Il faut regarder sur une base nationale. La décision n'a pas été prise, je peux vous dire ça. Jonathan regarde le dossier. Il est très, très sensible au fait que si ça se fait, évidemment, ça va avoir un impact majeur sur la zone industrielle portuaire du Saguenay. Il faudra avoir une base globale, par contre, je dois dire. Mais encore une fois, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de décision qui a été prise. Puis on peut voir ça comme étant un report d'une décision. Mais c'est plus que ça. Il va tellement avoir un impact important sur le Québec. Il faut être sûr de notre coût. Donc, je pense d'investir pour être sûr de notre coût, c'est pas un mauvais investissement. Ministre, Monsieur le ministre, merci. Merci beaucoup. C'est toujours la fun de venir vous voir. Merci beaucoup de votre présence. Vraiment, c'est un tout plaisir. Merci d'avoir été là. Et je vous invite le 9 décembre, ici même, on a parlé de travailleurs étrangers, le brunch de Noël, 2 panels de discussion, conférence également, sur l'accueil des travailleurs étrangers, une réussite collective. Alors, le 9 décembre, ici, en présentiel, le brunch de Noël qui s'appelle Nos histoires d'ici, en collaboration avec Raymond Chabot, Grant Thornton. Je vous souhaite une excellente journée. On va aller voir la belle annonce et restez membre de votre chambre de commerce. C'est important de vous avoir avec nous. Bonne journée. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.